Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter le module de maturation de protéines et modulation de leurs fonctions connu sous le nom de MPMF, destiné aux étudiants du Master 1 de l'option biologie moléculaire. Ce cours de MPMF vise à mettre l'importance qualitative et quantitative des mécanismes majeurs de la modulation des fonctions des protéines, comprendre comment les protéines sont modifiées pendant et après leur synthèse, une modification co- et post-traductionnelle, avoir une notion des relations d'être de ces modifications, c'est des repliements, les tris et même pour la protection contre les protéases, et de connaître les différentes modifications qui peuvent subir une protéine. Alors, les prérequis nécessaires au suivi de ce cours, c'est d'avoir une notion de la structure du réticulum endoplasmique, avoir une bonne connaissance des processus de photosynthèse et aussi d'avoir la notion de biochimie générale et de la physiologie des grandes fonctions. Une cellule des mammifères contient 10 000 protéines, celle des levures peut contenir jusqu'à 5 000 protéines. La moitié de ces protéines sont cytosoliques. L'autre est soit enchâssée dans des membranes cellulaires, soit adressée à un compartiment cellulaire. Et deux types de mécanismes sont attribués. Le premier, c'est l'adressage à des organites après traduction, l'adressage à des mitochondries, à des plasmes et même à des peroxysomes. Et l'adressage du réticulum endoplasmique au début de la traduction. Les protéines adressées à ce compartiment ont plusieurs devenir, soit rester dans le réticulum endoplasmique, soit excrétées, soit c'est des protéines membranaires. Le premier chapitre de ce module vise donc à étudier la biosynthèse des protéines par des ribosomes qui sont libres dans le cytosol. Après transcription de l'information génétique contenue dans l'ADN en ARN messager, ce dernier sort du noyau et traduit une protéine. La traduction se trouve par les ribosomes qui sont libres dans le cytosol, qui permet la synthèse des protéines qui sont dirigées soit vers le noyau, soit vers les mitochondries, vers les plasmes ou même les peroxysomes. Pour la transcription de la molécule d'ADN en ARN messager, c'est ce qui consiste la première étape de la synthèse protéique, c'est transcrire le gène d'ADN et une molécule d'ARN messager. L'ARN a une structure très proche de celle de l'ADN, mais il est monocaténaire, tandis que l'ADN tend à former des structures décaténaires. Chez les eucaryotes, le fait que l'ARN gagne le cytoplasme à travers les pores nucléaires, qui est à l'origine de la dénomination ARN messager, la traduction peut être divisée en trois étapes: initiation, élongation et terminaison. Et chacune de ces étapes est régulée par un certain nombre de protéines, tels que les facteurs de transcription et les coactivateurs qui assurent que le bon gène est bien transcrit. C'est le schéma qui résume à peu près donc les enzymes intervenant dans la transcription de l'ADN en ARN messager. Et il y a des modifications qui peuvent avoir lieu au sein de l'ARN messager par l'ajout d'une coiffe de 7-méthylguanosine triphosphate à l'extrémité 5' et d'une queue polaire. Alors, suivi bien sûr d'un épissage qui consiste à l'élimination des intrants et voilà, et le regroupement des exons donnant naissance à un ARN mature. Pour la traduction de la molécule d'ARN messager en protéines, une fois que le brin d'ARN messager a atteint le cytoplasme, où a lieu la traduction, et se lie à un ribosome. Le ribosome, contient trois sites notables. Le site A pour acide aminé situé sur la petite unité ribosomique et celui sur lequel l'aminoacide ANT correspondant au codon d'ARN messager au cours de lecture vient se lier. Le site P pour peptide situé sur la grande unité ribosomique. Et le site E pour exit est celui sur lequel vient se fixer l'ARNT débarrassé de la chaîne polypeptidique naissante lorsque celle-ci est transférée depuis le site P vers l'aminoacide ARNT du site. Donc ça c'est donc le schéma général de la traduction. La petite unité, la grande unité qui contient le site A et le site P permettant la lecture de la molécule d'ARN messager et donnant naissance à la synthèse d'une molécule protéique. Pour les trois étapes de la synthèse protéique, commençons par l'initiation. L'initiation fait intervenir le codon d'initiation AUG qui code pour la méthionine. Okay. Le codon d'initiation peut être différent du codon AUG. Il peut s'agir par exemple du codon CUG et UUG qui encode notamment la leucine.
La deuxième étape, c'est l'élongation. Le ribosome il parcourt le brin d'ARN messager codon par codon et ajoute par l'intermédiaire d'un ARN de transfert un acide aminé à la protéine en cours de synthèse en fonction du codon en cours de lecture. Alors, plus précisément, les protéines EFTE chez les prokaryotes et EF1A1 chez les eucaryotes se lient à l'aminoacide ALT dans le cytoplasme et accompagnent ce dernier jusqu'à l'entrée du site A au ribosome. Puis, les protéines EFG chez les prokaryotes et EF2 chez les eucaryotes, autrefois appelées les translocases, poussent le peptidyl ALT du site A vers une position intermédiaire avec le site P. La dernière étape, c'est la terminaison. Une fois un des codostops atteint, UAG ou UGA, la synthèse de la protéine est terminée. Le ribosome alors se détache de la protéine et le brin d'ARN messager et la protéine est libérée dans la cellule. Le ribosome se scinde en ces deux sous-unités et peut conduire une autre synthèse sur un autre brin d'ARN messager. Voilà, donc c'est le schéma général donc, de la synthèse protéique qui englobe l'initiation, élongation et la terminaison et la synthèse de la molécule protéique. Comme chaque acide aminé d'une protéine est codé par un ou plusieurs codons, il est parfois utile de référer au tableau suivant. Donc les principaux codages alternatifs sont indiqués en petits caractères entre. Voilà donc parenthèse. Donc chaque acide aminé est représenté par une lettre et chacun il est codé donc par les trois codons. La région codon d'un ARN messager se termine par un codon stop toujours. Il existe trois codons stop comme on l'a dit, UAA, UAG et UGA, qui déclenchent l'arrêt de la traduction par le ribosome et la libération de la protéine terminée. Il y a des modifications toujours post-traductionnelles, des chaînes polypeptidiques myosynthétisées. Alors ces modifications étant le répertoire des 22 acides aminés protéogènes, en modifiant chimiquement les chaînes latérales de certains résidus. Et même, d'autres formes de modification post-traductionnelle consistent à activer certaines liaisons peptidiques, par exemple les précurseurs protéiques pour former une protéine fonctionnelle, comme c'est par exemple le cas de l'insuline qui est clivée en deux après la formation des ponts disulfures. Le deuxième chapitre de ce module, il vise principalement la biosynthèse des protéines par les ribosomes portés par la membrane du réticulum endoplasmique. Le réticulum endoplasmique existe de type granulaire et lisse. Granulaire, il est destiné pour la synthèse protéique et lisse, il est destiné pour la synthèse des lipides. Il est appelé réticulum endoplasmique granulaire ou rugueux. Alors, c'est un système de cavité plus ou moins dilatée de canalicule qui communique entre eux. Il est en relation avec la membrane externe du noyau. Le réticulum endoplasmique granulaire porte des ribosomes à sa surface membranaire. Les protéines constitutives du réticulum endoplasmique sont synthétisées sur place, alors que les lipides constitutifs du réticulum endoplasmique sont synthétisés, comme on l'a dit, dans le réticulum endoplasmique libre, comme tous les lipides de membrane cellulaire. Le rôle du réticulum endoplasmique, c'est la synthèse et la translocation beaucoup plus des protéines membranaires et des protéines sécrétoires ayant des signaux de tri. Alors, la synthèse des protéines par les ribosomes portés à la surface du réticulum endoplasmique vient des signaux peptides. Le peptide signal ou le signal de tri qui est localisé à plusieurs endroits possibles dans la cellule, plutôt dans la protéine. Alors, du côté interminal, beaucoup plus. Il y avait donc, bien sûr, la synthèse du peptide signal. Pour les protéines de la translocation protéique, nous avons deux types. Il y a la SRP, type particule de reconnaissance du peptide signal. Elle est ribonucléoprotéine et permet donc d'arriver du ribosome à la surface cytosolique du réticulum endoplasmique granulaire grâce au récepteur de SRP qui est ancré dans la membrane du RE. Elle possède une activité GP-basique. Pour le translocant, c'est le canal aqueux dans lequel la protéine hydrophile va passer. Elle est constituée d'un complexe multiprotéique dont la protéine la plus importante est SEC61P à 10 domaines transmembranaires. Voilà le translocant, il permet donc de représenter en bleu, il permet donc le passage
donc la protéine naissante ici en vert, elle permet donc le passage de la protéine tout en ouvrant ce dernier. Il y a aussi donc la translocation co-traductionnelle d'une protéine soluble. Au fur et à mesure que la protéine va être synthétisée, elle va passer dans le canal. Premièrement, l'interaction entre SRP et son récepteur place le ribosome au cours de traduction au niveau de l'extrémité cytoplasmique du canal. Le canal s'ouvre, la protéine native est alors traduite. Deuxièmement, la protéine en cours d'élongation forme une boucle à l'intérieur du canal. Le peptide est reconnu par les protéines du translocant et l'extrémité intermédiaire de la protéine reste dans l'histosome. Troisièmement, la CRP hydrolyse la GTP en GDP et sera recyclée dans l'histosome. D'autres ribosomes, les uns après les autres, commencent la traduction du même messager et s'attachent de même manière de la membrane du réticulum endoplasmique. Pour la translocation co-traductionnelle d'une protéine membranaire, elle concerne beaucoup plus les protéines intrinsèques, quelle que soit leur destination. Voilà. Donc, premièrement, un détachement du ribosome et la séparation de ces unités. Alors, il vient donc une protéine, c'est la signal peptidase, c'est une enzyme localisée dans la lumière du réticulum endoplasmique qui existe la séquence signal, donc il permet la libération, bien sûr, d'une protéine native. Plusieurs modalités sont possibles pour orienter la protéine dans la membrane. Ce phénomène se produit autant de fois qu'il y ait de domaines transmembranaires dans la protéine. C'est le domaine N-terminal intracellulaire. Pour les modifications des protéines dans la lumière du RE, beaucoup ont lieu alors même que la protéine est en train d'être traduite. La première modification, c'est l'ajout de GPI. Alors, c'est une structure complexe qui est synthétisée avant qu'elle ne soit ajoutée aux protéines. Sa synthèse commence dans le feuillet cytoplasmique de la membrane du RE avec la réunion du phospholipide phosphatidyle-inositol de la membrane à la N-glycosamine. Donc, que le N-glycosamine phospholipide inositol est déacétylé. Le phospholipide est transféré sur le feuillet interne et 3 manons sont ajoutés de cette manière. La deuxième modification, c'est la glycosylation. C'est la principale modification qui peut subir une protéine donc, après leur synthèse. A lieu sur l'azote du résidu asparagine des protéines. Lorsque l'asparagine est dans une séquence d'asparagine X-serine ou thréonine, ce précurseur est alors transféré sur le feuillet interne de la membrane par flapping. C'est l'ajout de mannose et de glucose. Le transfert de la structure d'hydrate du carbone est catalysé par une enzyme qui s'appelle l'OST. Et merci.